Bienvenue dans le Face-à-Face sur France 24 consacré à la Chine et à la reprise en main par Xi Jinping du régime politique. Une reprise en main idéologique qui se traduit notamment par l'apprentissage obligatoire dès l'école primaire des dogmes du président chinois. Les élèves privés de jeux vidéo pendant la semaine depuis de nouvelles restrictions vont apprendre la pensée de Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinoises. Alors est-ce une nouvelle révolution culturelle? Cette reprise en main correspond-elle à une nouvelle phase plus agressive de la consolidation de la puissance chinoise? Xi Jinping est-il un nouveau Mao? On en débat ce soir avec Chunyan Li qui est à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, fondatrice de Feida Consulting, auteure de Réussir sur le marché chinois chez Erol et également de Cyrano, Confucius et moi aux éditions de l'Archipel. Avec nous également Valérie Niquet. Bonsoir. Bienvenue à vous, maître de recherche pour la Fondation pour la recherche stratégique, également auteur de La Chine en 100 questions, la puissance et les failles. C'est aux éditions Talendier. Bienvenue à vous également. Valérie Niquet, les élèves vont donc devoir apprendre la pensée de Xi Jinping. C'est la nouvelle de cette rentrée scolaire pour les jeunes chinois et chinoises dans des manuels scolaires, à raison donc d'une session par semaine. Est-ce qu'on assiste à une sorte de nouvelle révolution culturelle ? Alors, en tout cas, ça y ressemble beaucoup. On se souvient du petit livre rouge de Mao Zedong où il fallait que les écoliers, et tout le monde d'ailleurs, le brandissent en récitant les formules quasi magiques. Et donc, Xi Jinping a été élevé, a été jeune, adolescent pendant cette période-là. Donc, il peut avoir, non pas peut-être la nostalgie d'une période qui lui a coûté beaucoup, mais en tout cas, l'idée d'une reprise en main, d'un pouvoir fort, d'un pouvoir idéologique très puissant. En fait, ça dénote aussi une très grande peur. Le régime chinois s'était beaucoup ouvert, notamment sous Deng Xiaoping et ceux qui ont suivi. Aujourd'hui, il s'est tellement ouvert que certains, et notamment Xi Jinping, ont peur que le régime évolue, change, se démocratise progressivement. Et le choix, c'est un peu un choix de panique. Il faut tout reprendre en main, tout resserrer. La pensée, revenir on en parle arrière. de la pensée. Oui, enfin, la pensée des jeunes. Oui, la pensée des jeunes, mais enfin, la propagande en Chine, elle est partout. Aujourd'hui, c'est la pensée Xi Jinping, mais c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Et c'est cette idée, avec des formules un peu démodées, qui d'ailleurs sont peu efficaces, de reprendre en main l'idéologie sous toutes ses formes en Chine et d'ailleurs à l'extérieur de la Chine aussi avec les loups combattants dont on a beaucoup parlé. Les loups combattants, c'est-à-dire voilà. Les diplomates qui extrêmement agressifs, qu'on ne voyait pas en Chine auparavant, mais qui ont choisi un discours de très grande agressivité, parfois même très de vindicte à l'égard de ce qu'ils considèrent comme les ennemis de la Chine et qui sont très actifs, notamment sur Twitter. Donc on voit une remontée en puissance de la propagande chinoise, effectivement un peu à l'ancienne et avec des succès très limités puisque l'image de la Chine s'est paradoxalement très dégradée. Chuan, pourquoi un tel contrôle idéologique de la part de Xi Jinping? C'est le nouveau Mao? Je pense que tout d'abord, il faut regarder la pensée Xi Jinping écrite dans les manuels scolaires chinois dans un contexte plus global. Donc, par exemple, dernièrement, il y a eu des événements majeurs dans différents secteurs qui confirment une orientation économique et politique qui est différente d'avant. Par exemple, dans l'industrie du divertissement, il y a plus de contrôle et de réglementation sur les revenus qui sont souvent irrationnels. Des stars chinoises. Il y a eu une star chinoise qui a été condamnée à une amende assez importante pour fraude fiscale. Il y a Huawei aussi qui a été retiré des sites de vidéos, etc. On n'a pas encore eu l'annonce officielle, etc. Et puis donc il y a une reprise en main. Oui, en fait, plus forte encore qu'avant. En fait, ce que je voulais dire, c'est que après, il y a aussi des exemples dans l'industrie de l'éducation, etc. Globalement, le contexte est qu'il y a une nouvelle orientation, politique et économique plus orientée vers le socialisme. Dans les années à venir, on peut aussi dire que la Chine va s'orienter plus vers la gauche que vers la droite dans les années à venir. Alors, mais ça fait peur, justement, ce que disait Valérie Niquet, effectivement, sur l'image de la Chine. C'est pas forcément très positif. Il y a différentes choses là-dedans, parce que moi, je travaille dans le secteur économique, donc du coup, je regarde ça d'un point de vue plutôt économique. Alors, vous savez que fin 1978, lorsqu'on a commencé à lancer la réforme économique en Chine, Deng Xiaoping, architecte en chef de la réforme économique, a dit on va laisser une partie des Chinois ou régions s'enrichir en premier. Donc, des années sont passées, on a vu que cette réforme a apporté ses fruits, mais cela a aussi créé des inégalités sociales. Mais il y a une deuxième partie de la phrase de Deng, c'est que pour que ceux qui s'enrichissent en premier aident
ce qui reste à la traîne afin d'atteindre la prospérité commune. Donc, moi, je vois que dans les années à venir, je pense que la Chine ressemblerait plus à la société française. Vous pensez que ce serait plutôt la société française? Oui. Valérie Niquet, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Alors moi, j'ai lu des auteurs d'une étude de l'IRSEM, une étude de 600 pages qui a été publiée dans Le Monde, et eux parlent carrément d'une bascule du régime chinois, qualifiée de moment machiavélien. Le Parti communiste chinois semble désormais convaincu qu'il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Il met en place des campagnes clandestines agressives à la russe, des campagnes qui mobilisent d'ailleurs tous les leviers, diplomatie, cinéma, université, entreprise. Donc c'est vraiment une stratégie extrêmement agressive, avec en plus comme cible prioritaire Taïwan et Hong Kong. On est rentré tout de même dans une phase plus agressive aujourd'hui. On est dans une phase beaucoup plus agressive. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, il y a une continuité. L'objectif du Parti communiste en Chine, c'est un parti léniniste. On l'a beaucoup oublié, mais ça reste ça. C'est rester au pouvoir. Arriver au pouvoir, ça a été fait en 1949, c'est rester au pouvoir par n'importe quel moyen. Très pragmatique. Donc ça peut être l'ouverture économique dont a parlé Madame. Et puis aujourd'hui, c'est plutôt l'incriture. Donc c'est le repli idéologique, la reprise en main, parce qu'on se dit, ah là là, on a trop lâché, donc il faut tout reprendre reprise en main. Pourquoi? Pour plus de conquêtes? Non, reprise en main déjà à l'intérieur pour contrôler les esprits des Chinois qui seraient trop attirés par les idéologies libérales, occidentales. Et puis à l'extérieur, c'est effectivement tenté par la manipulation, la propagande, tous ces moyens dont on a parlé, qui sont à la fois très anciens. La propagande de ces régimes-là, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Relisons Orwell, 1984, on est en plein dedans. Aujourd'hui, il y a des moyens nouveaux. Ce qui n'existait pas auparavant, c'est les moyens technologiques dont la propagande chinoise a pu s'emparer, l'intelligence artificielle, Internet, la manipulation des réseaux sociaux comme Twitter, qui sont interdits en Chine, mais très utilisés par les appareils de propagande à Pékin même. Donc en fait, on voit que ces moyens technologiques ont démultiplié les capacités de communication de la propagande du régime communiste en Chine. Simplement, encore une fois, je voudrais le répéter, c'est très important, avec un succès, puisque le contenu reste très basique. Vous avez vu, il faut apprendre la pensée du grand-père Xi. Enfin, dans les sociétés occidentales, tout le monde s'en moque, ça n'a aucun sens. Et même en Chine, d'ailleurs, finalement, les gens sont très ouverts sur l'extérieur, le plus qu'ils le peuvent, et ça ne marche plus, ça patine. Donc on voit bien ce mouvement de volonté de contrôle qui tente de s'approfondir. Vous pensez qu'il est sans succès, ce mouvement? Je pense que les Chinois réagissent très peu. Alors il y a des mouvements extrêmement nationalistes qui sont très visibles sur Internet, mais la majorité des Chinois veulent s'en sortir, moins d'inégalités et une propagande aussi agressive. D'ailleurs, ça a suscité des réactions très hostiles de la part des jeunes. Si vous avez des adolescents, vous comprendrez, où on leur a coupé tout d'un coup l'accès aux jeux Internet. Évidemment, ça a mobilisé la jeunesse sur les sites Internet. Parce que les jeunes passent trop de temps sur les jeux vidéo en fait par semaine. C'était réglementé donc. En fait, pour moi, il y a 3 heures par semaine. 3 heures par semaine au total pour les jeunes sur les jeux vidéo, l'internet, etc. Pour moi, il y a différentes choses dans cette nouvelle orientation. Moi, je pense qu'il ne faut pas regarder cette nouvelle orientation seulement d'un point de vue idéologique. Alors d'ailleurs, je pense qu'il y a une différence par rapport. C'est ce qu'il met en avant. Attendez, laissez-moi expliquer. Oui, il y a aussi économique. Je peux vous donner plein d'exemples, ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Alors, pour moi, c'est une nouvelle orientation, mais c'est pas une révolution culturelle. Pourquoi? La révolution culturelle de 66 à 76 a été très radicale, avec une approche de bottom-up. Et puis cette fois-ci, c'est pas radical, ça n'a pas créé de troubles sociaux, et c'est une approche de top-down. Voyez. Deuxièmement, il y a eu aussi une confrontation d'idées sur cette nouvelle orientation. Vous savez qu'il y a un post de Li Guangman qui a circulé sur Internet, qui a été partagé par les médias officiels. Dans cet article, on parle d'une révolution profonde, dans les années à venir en Chine. Mais quelques jours après, Hu Xijing, c'est le rédacteur en chef du Global Times, un grand journal chinois qui suit la ligne éditoriale du quotidien du peuple, qui a dit non, cet article n'est pas bien. Il a critiqué cet article. Il a dit c'est pas bien de penser que la Chine va connaître une révolution profonde et que ce genre de propos va mal guider des gens. Est-ce que c'est pas il y a une confrontation d'idées. Xi Jinping, justement, cette révolution culturelle, c'est ce qu'il veut? Je ne pense pas non plus, parce que la révolution culturelle, ça crée beaucoup de troubles sociaux. Aujourd'hui, la vie
l'opinion publique en Chine, c'est quand même que c'est une grande leçon à tirer et cela a été une grosse erreur. Je pense que même si le gouvernement chinois voulait lancer une nouvelle révolution culturelle, et la plupart des Chinois ne seraient pas d'accord. Qu'en pensez-vous, Valérie Niquet? Le discours sur révolution culturelle, quand on voit ce qui se passe, effectivement, ça vient forcément on n'est pas du tout dans le même contexte, donc c'est totalement différent. La volonté de contrôle existe, mais on est totalement dans un contexte différent. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le congrès du Parti communiste qui va avoir lieu en 2022, qui doit théoriquement nommer sans doute Xi Jinping à sa propre succession, on verra. Et en tout cas, il faut qu'il présente un bilan. Le bilan, il est aussi, Madame en a parlé, les inégalités. La Chine est un des pays les plus inégalitaires au monde. Et donc, ce discours un peu gauchiste, enfin gauchisant, revenons aux grands principes révolutionnaires et à l'apprentissage de la pensée Xi Jinping, c'est aussi une manière de tenter de gagner l'opinion publique, en quelque sorte, même si elle n'a pas voix au chapitre, mais tout de même en termes de... Et aussi au sein du parti, les gens qui s'inquiètent de voir ces inégalités s'accroître. Donc il y a aussi tout cet ensemble-là, effectivement, qu'il faut prendre. Mais il pourrait moins contrôler tout en justement luttant contre les inégalités. Non, la grande peur de la Chine, c'est le modèle soviétique, c'est-à-dire que si on ouvre trop, et bien finalement le régime s'effondre. Est-ce qu'ils ne font pas une campagne à la russe aujourd'hui, justement? On a parlé des méthodes à la russe. Trop rapprocher le modèle russe. La Russie, enfin, n'est pas du tout une démocratie, mais beaucoup plus ouverte. En Russie, on a accès à Facebook, Internet. Non, mais du temps des soviets, justement, du temps de l'Union soviétique. Alors ça, complètement. Mais ça, c'est le modèle léniniste qui est au cœur aussi bien du régime soviétique quand il existait que du régime chinois tel qu'il existe encore aujourd'hui. C'est une espèce un régime un peu obsolète qui remonte à ces temps anciens et qui a réussi à ouvrir en s'ouvrant économiquement, mais qui a peur de tomber en s'ouvrant trop idéologiquement. Donc, il y a cette reprise en main. Chuani, est-ce qu'il y a une obsession de la puissance aujourd'hui dans la tête de Xi Jinping? Vous voulez dire la puissance chinoise? Oui. En fait, dans le discours officiel, on peut entendre le mot, c'est la grande renaissance de la nation chinoise. Alors, pour moi, c'est pas vraiment une obsession parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi la fierté chinoise qui est en train de monter avec la croissance économique de ces dernières années. Fierté ou nationalisme? En fait, je pense que c'est plutôt fierté. Après, il y a toujours des gens qui sont un peu nationalistes, comme en France. Mais il y a un point que je voudrais souligner, c'est que la Chine s'est beaucoup focalisée sur ses propres affaires, que ce soit sur le développement économique ou sur d'autres projets internationaux. Alors, Taïwan et Hong Kong, ça fait partie de ses propres affaires parce qu'on... Ça, c'est un autre sujet géopolitique. Je pense qu'en Chine, de toute façon, vous savez que pour établir des relations diplomatiques avec la Chine, les pays doivent d'abord reconnaître que Taïwan fait partie de la Chine. Il y a des gens qui sont d'accord ou qui ne sont pas d'accord, mais ça, c'est une condition demandée par la Chine, en fait. En l'occurrence, par Xi Jinping. En ce qui concerne Taïwan et Hong Kong. Juste un mot de conclusion, Valérie Niquet. Il conclut justement dans cette étude, ces journalistes du Monde, que l'image justement de la Chine s'est dégradée, que la Chine est son meilleur ennemi. Qu'elle a finalement essuyé des revers sur les routes de la soie. À la fois sur les routes de la soie, parce que les choses ne sont pas si faciles. On le voit aujourd'hui entre le Pakistan, l'Afghanistan, et c'est un exemple parmi d'autres. Et puis surtout, globalement, l'image de la Chine, c'est effectivement profondément... Et puis alors, n'oublions pas le Covid, qui tout de même est originaire de Chine, qui a causé plusieurs millions de morts dans le monde, un coût économique considérable, et où la Chine, pourtant puissance globale, refuse absolument toute enquête, par exemple, et de coopérer avec les autres puissances. Ça a profondément contribué à dégrader aussi l'image de la Chine. Merci beaucoup Valérie Niquet. Merci Chuan Li. Merci à vous d'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24.